Chapitre 1. Le bal masqué. Le brouillard épais, qui venait du fleuve, s'était abattu cette nuit-là, dense, pâle et étrangement voilé, comme si Londres elle-même avait jeté un voile sur ses péchés. Des lanternes brillaient faiblement à travers la brume, donnant à la rue un aspect étrange et sous-marin. À l'intérieur de la majestueuse résidence de Lady Cavendish, sur Grosvenor Square, en revanche, le monde était un flamboiement de lumière, de musique et de rires au champagne. C'était la nuit, tant attendue masque de minuit, un bal de charité scintillant, où chaque invité était tenu à l'anonymat jusqu'à minuit. Des masques de velours et de dentelle dissimulaient en les visages, les voix étaient dissimulées avec une fantaisie enjouée, et les spéculations allaient bon train, quant à savoir quel seigneur, quelle dame ou quel aventurier notoire se cachait derrière chaque façade scintillante. Parmi les invités se trouvait un petit Belge, impeccablement coiffé, dont la moustache cirée brillait tel un croissant argenté sous les lustres. Hercule Poirot, bien que peu friande de costumes frivoles, avait été persuadé par Lady Cavendish elle-même, une vieille connaissance d'avant-guerre, d'être son invité mystère d'honneur. « Je serai votre curiosité pour la soirée, madame ?» avait-il dit avec une délicate révérence. « Mon cher Poirot, vous êtes la curiosité de tous les soirs, » répondit-elle en riant. « De plus, votre réputation tiendra tout le monde en respect. Personne n'osera se comporter mal devant le grand détective. » Si seulement Lady Cavendish avait su à quel point ses paroles se révéleraient vite creuses. À 11 heures, l'air de la salle de bal était chargé de parfums et de murmures masqués. Une valse jouait du Strauss, remarqua Poirot distraitement, tandis qu'il observait le jeu étrange de la folie humaine autour de lui. Un homme de grande taille, habillé en Méphistophélès, faisait tournoyer une femme vêtue d'or vénitien. Un arlequin riait trop fort près de la table de champagne. Une déesse grecque ajustait son masque, jetant un regard furtif vers la terrasse. « Mon Dieu !» murmura Poirot en sirotant son punch. « Tant de tromperies dans si peu de matière. » À 11h15, Lady Cavendish en personne apparut dans le grand escalier, rayonnante d'argent et de noir. Elle leva son masque orné de joyaux et appela l'attention. « Mes amis, dans 45 minutes, les masques tomberont et les identités seront révélées. En attendant, profitez du mystère. » Des acclamations ont suivi. Les verres ont été levés. L'orchestre s'est agrandi, mais précisément au moment où les rires résonnaient encore et où les masques étaient levés, un cri a brisé la pièce. La musique s'arrêta, en plein milieu d'une note. Les invités se figèrent. Puis, telle une vague noire, la panique se répandit. Près de la porte de la bibliothèque, un homme au masque à moitié levé s'affala au sol, une tache sombre transparaissant sous son gilet blanc. Lady Cavendish haleta. « Mon Dieu, c'est Sir Geoffrey Holt. » En effet, le masque désormais entièrement ôté révélait le visage reconnaissable de Sir Geoffrey, magnate industriel, coureur de jupons notoire et l'un des hommes les plus puissants de Londres. Son verre pendait toujours à sa main, le champagne bouillonnant inutilement sur son gant. Poirot était déjà en mouvement, le regard perçant, les gestes économes. Il s'agenouilla près de l'homme tombé, l'expression indéchiffrable. « Morte », murmura Lady Cavendish, la main tremblante. « Oui, madame », dit doucement Poirot. « Le cœur a cessé de battre, mais voyez-vous, il n'y a aucune trace de lutte, aucune arme. » Il regarda autour de lui, chaque détail s'enregistrant dans ces extraordinaires petites cellules grises. Cela a été fait discrètement, habilement, et je le crains, par quelqu'un qui est encore parmi nous. En quelques minutes, les portes furent verrouillées, les serviteurs convoqués,
et les invités se rassemblèrent, pâles et inquiets, dans la grande salle. Le brouillard extérieur pressait les fenêtres comme une créature vivante, les isolant du monde extérieur. Lady Cavendish s'accrochait au bras d'un homme portant un masque d'opéra. « C'est épouvantable, absolument épouvantable. Il faut appeler l'inspecteur Japp immédiatement. »« Non, madame, » dit Poirot fermement, en se redressant de toute sa hauteur. « Personne ne part, pas encore. » Sa voix, calme mais impérieuse, fit taire les murmures. « Vous me pardonnerez, mesdames et messieurs, mais nous devons maintenir l'ordre. Un homme a été assassiné, par poison, peut-être, ou par une méthode subtile, mais tant que nous n'en sommes pas certains, chacun ici est à la fois témoin et suspect. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, ses yeux passant d'un visage masqué à un autre. « Je compte 12 d'entre vous qui étiez le plus proche de Sir Geoffrey au moment du cri. 12 masques, 12 visages possibles de la culpabilité. » Le Méphistophélès rit nerveusement. « Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Poirot, c'est de la folie. » Poirot eut un léger sourire. « Peut-être, monsieur, mais le meurtre est la folie la plus saine qui soit. Il a sa raison d'être, il a toujours sa raison d'être. » Parmi les personnes rassemblées, Poirot a noté une curieuse variété. Lady Cavendish, pâle et tremblant, mais avec des yeux qui semblaient ne contenir plus de calcul que de chagrin. La déesse grecque, qui se tenait maintenant rigide et silencieuse, son masque serré fermement dans une main gantée. L'arlequin, dont le rire avait disparu, remplacé par un malaise crispé. Le Méphistophélès, grand et arrogant, son manteau rouge traînant comme du sang sur du marbre, et une jeune femme dans un domino blanc, qui regardait d'un visage à l'autre avec la terreur de quelqu'un qui en sait trop. Le regard de Poirot s'adoucit légèrement. « Je vois déjà que les masques tombent, non pas du visage, mais du cœur. » Il se tourna vers Lady Cavendish. « Madame, je vous en prie, dites-moi, Sir Geoffrey était-il votre invité d'honneur ? » ?»« Il l'était, mais pas de mon plein gré, » avoua-t-elle dans un murmure. « C'était l'idée de mon mari. Geoffrey a financé une de ses entreprises, mais, oh ciel, il y a eu des problèmes, des rumeurs. »« Des rumeurs ?» demanda doucement Poirot. Geoffrey avait ruiné plusieurs investisseurs, et il y avait aussi une femme impliquée. Poirot hocha lentement la tête. « Ah oui, il y a toujours une femme. » Son regard se posa sur la déesse grecque. Elle se raidit. À cet instant, la sonnerie lointaine de l'horloge sonna, 00:30. Poirot se redressa, une lueur de satisfaction dans le regard. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, « ce soir, nous garderons nos masques encore un peu, car sous eux, je crois, se cachent des secrets des plus mortels. » Et sur ce, le grand détective commença sa marche. Silencieuse parmi eux, observant, interrogeant et écoutant non pas leurs paroles, mais le tremblement sous eux. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. L'atmosphère dans la grande salle de bal de Lady Cavendish avait complètement changé. La musique s'était tue, le champagne était resté intact, et les masques éclatants, qui avaient autrefois dissimulé les rires, pendèrent maintenant mollement entre des mains nerveuses. Le brouillard, extérieur, pesait plus lourd sur les fenêtres, comme s'il souhaitait rejoindre la congrégation silencieuse à l'intérieur. Poirot se tenait au centre du sol de marbre, petite silhouette impeccablement ordonnée au milieu du chaos. Son regard allait lentement d'un visage à l'autre, et malgré sa politesse, une autorité indéniable se dégageait de son calme. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il doucement, « je vous remercie de votre patience. Vous me pardonnerez si j'insiste sur un peu d'ordre. Toujours l'ordre, vous comprenez.
On ne peut pas raisonner clairement quand l'esprit est en désordre, et la confusion est déjà bien assez présente. Lady Cavendish, pâle mais digne, prit place à ses côtés. « Monsieur Poirot, j'ai ordonné que personne ne quitte la maison avant l'arrivée de la police. » Poirot inclina la tête. « Excellent. Mais en attendant, je vous prie de rester calme. Nous allons nous occuper de la vérité, une conversation toujours passionnante. » Il fit signe au majordome. « De la lumière dans la bibliothèque, s'il vous plaît. C'est là que nous mènerons notre petite enquête. » En quelques minutes, 12 invités inquiets étaient réunis dans la bibliothèque, une vaste pièce tapissée d'étagères en acajou, sombre, et de lourds rideaux de velours qui étouffaient tous les bruits du monde extérieur. Le feu avait faibli, projetant une lueur orange terne sur les visages inquiets. Poirot s'assit près de l'âtre, les mains jointes avec soin. Son regard allait d'une personne à l'autre comme s'il les cataloguait dans un registre mental secret. « Commençons, » dit-il doucement. « Chacun d'entre vous donnera son nom, sa connaissance de feu, Sir Geoffrey Holt, et la raison de sa présence au bal ce soir. Rien de plus, pour le moment. Pas trop de détails. Trop de détails brouillent le tableau. » Il regarda d'abord l'homme grand en satin rouge et cornes, le Méphistophélès. « Lord Adrian Cavendish », dit l'homme en ôtant complètement son masque. Son visage était beau, mais tiré, ses yeux bleus, injectés de sang. « C'est chez moi, monsieur Poirot. Geoffrey Holt était un associé. Nous avions des relations d'affaires. » Les sourcils de Poirot se levèrent. « Ah, les affaires, ils réunissent quand toujours d'étranges compagnons. Vous me raconterez plus tard ces agissements. » Lord Cavendish fit un bref signe de tête, sa bouche se serrant. Puis vint Lady Cavendish elle-même, encore tremblante. « Eleanor Cavendish, » murmura-t-elle. « J'ai organisé le bal, même si je n'imaginais pas qu'il finirait ainsi. » Poirot inclina la tête. « Vous connaissiez bien Sir Geoffrey ?»« Très bien, » répondit-elle avec une amertume qui s'évanouit rapidement. « C'était un vieil ami de mon mari, c'est tout. » Poirot n'insista pas davantage. « Bien. » La déesse grecque s'avança alors, son masque d'or pendant librement de sa main. Elle était grande, brune, l'air fier, mais vigilant. « Helena Vale, je suis, ou plutôt j'étais, secrétaire de Sir Geoffrey Holt. »« Ah !» Les yeux de Poirot brillèrent. « Alors vous le connaissez mieux que quiconque ici. Vous étiez avec lui ce soir ?»« Brièvement, » dit-elle d'une voix froide. Il est arrivé en retard, n'a parlé à personne et semblait préoccupé. Je l'ai laissé devant la bibliothèque environ 10 minutes avant le cri. Poirot hocha la tête pensivement, mais ne dit rien. Chapitre 3. La première fausse piste. Il était presque 2 heures. La maison de Grosvenor Square était devenue d'un silence pesant, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge et du léger crépitement du feu mourant. Le brouillard extérieur persistait, enfermant les invités comme des insectes dans l'ambre. Poirot était assis à un petit bureau près de l'âtre, les doigts entrelacés, le regard fixé sur les flammes. Autour de lui, les autres convives murmuraient à voix basse, les nerfs à vif. Les domestiques avaient été renvoyés à la cuisine, mais Poirot les avait brièvement interrogés. Aucun n'avait rien vu ni entendu d'inhabituel, prétendait-il. Finalement, Lady Cavendish rompit le silence. « Monsieur Poirot, il y a sûrement un indice, une piste, sur la façon dont il est mort. Vous avez dit plutôt qu'il n'y avait pas d'armes. » Poirot inclina gravement la tête. « En effet, madame, il n'y en avait pas. Ni couteau, ni balle, ni instrument contondant. Alors que reste-t-il? Le tueur subtil, le poison. » Un tremblement parcourut la pièce. Iris Marsh
haleta doucement, et Léonard Drac murmura « Du poison, mais qui a bien pu ?» Poirot leva la main. « Patience, monsieur, on raisonne d'abord, on saute ensuite. » Il se leva et fit un tour mesuré dans la pièce. Sir Geoffrey Holt tenait un verre à la main lorsqu'il est mort. Le champagne bouillonnait encore. Il n'avait donc pas dû être servi depuis longtemps. Remarquez donc, le poison a dû être administré quelques minutes après la mort. Il s'arrêta devant le buffet où une douzaine de verres et de bouteilles vides étaient disposées en désordre. « Vous, les Anglais, » murmura-t-il avec un petit sourire, « vous avez la charmante habitude de vous servir vous-même. C'est l'occasion idéale pour une petite bêtise. » Poirot se tourna vers l'Arlequin. « Monsieur Drake, vous avez dit plus tôt que vous et Mademoiselle Vale étiez près de cette table lorsque le crime a été commis. Dites-moi, avez-vous vu Sir Geoffrey lui servir son verre ?» Drake hésita, son regard se portant vers Helena Vale. « Oui, je crois bien. Il est arrivé juste avant minuit. Il s'est servi une coupe de champagne. Je crois qu'il l'a prise dans la deuxième bouteille à gauche. » « Très bien. Et qui a versé avant lui ?» Drake fronça les sourcils, pensif. « Moi, je l'ai fait. Et Lady Cavendish, je crois. Peut-être Miss March aussi. » Poirot hocha la tête. « Et Sir Geoffrey vous a-t-il parlé ?»« Pas vraiment. Il semblait distrait. » « Distrait ou effrayé ? Moi, eh bien, peut-être les deux. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Voyez-vous, monsieur, la peur laisse son parfum. On peut presque la sentir. » Il s'approcha d'Helena Vale, dont le regard sombre avait suivi chaque mot. « Mademoiselle Vale, vous étiez la secrétaire de Sir Geoffrey. Dites-moi, avait-il des ennemis ?»« Beaucoup, » répondit-elle sans hésiter. « Des rivaux, d'anciens associés, et même des amis qui l'avaient trahi. Ce n'était pas un homme bienveillant. Pourtant, tu as travaillé pour lui. »« J'avais besoin de ce poste, » répondit-elle simplement. Poirot inclina la tête. « Et il s'est confié à toi ?» Ses yeux clignèrent. « Parfois. Il évoquait des problèmes avec Lord Cavendish, des difficultés financières, et il craignait que quelqu'un ne le dénonce. Il parlait d'une lettre, un document compromettant, disait-il, qu'il comptait détruire ce soir. » Un murmure parcourut la pièce. L'expression de Poirot resta inchangée, mais une flamme d'intérêt s'alluma dans ses yeux. Une lettre, oui. Et où pourrait bien être cette lettre maintenant ? « Je ne sais pas, » répondit Helena. « Il a dit qu'il était caché dans son portefeuille. » Poirot fit signe au majordome, qui attendait, silencieusement, près de la porte. « Apportez le manteau du défunt, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, le majordome revint avec la veste de Sir Geoffrey, soigneusement pliée. Poirot examina les poches, un mouchoir, une montre, un étui à cigarette, puis, enfin, un petit portefeuille en cuir. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des billets de banque, des cartes de visite et une feuille pliée. Poirot l'ouvrit en douceur. C'était une lettre écrite d'une écriture virile et audacieuse. L'encre coulait légèrement, comme si elle avait été touchée par un doigt humide. Poirot lut à voix haute. « Si tu refuses de payer, Holt, je n'aurai d'autre choix que de parler. La vérité doit éclater. Tu ne peux pas ruiner les autres et espérer un silence éternel. » « Essaie. » Poirot leva les yeux. « Essaie. » répéta-t-il, doucement. « Curieux. » La pièce sembla se rétrécir. Tous les regards se tournèrent instinctivement vers Lord Adrian Cavendish. Lord Cavendish se leva, la mâchoire serrée. « C'est absurde. Je n'ai jamais écrit cette lettre. » Poirot le regarda avec douceur. « Alors vous nous pardonnerez si nous confirmons, n'est-ce pas ? Puis-je voir un exemple de votre écriture ?»
Les narines de Cavendish se dilatèrent. Certainement. Il s'approcha du bureau, déchira une feuille du carnet de Poirot et griffonna une phrase. Poirot la compara à la lettre, les yeux légèrement plissés. La formation du A, la courbure du C, sont similaires, certes, mais la pression est différente. Vous écrivez avec colère, Lord Cavendish. L'auteur de cette lettre était froid et maîtrisé. Je pense que la ressemblance est peut-être voulue plutôt que naturelle. Donc quelqu'un l'a falsifiée? Poirot inclina la tête. On dirait bien, mais pourquoi falsifier les initiales de l'hôte? Il regarda autour de lui, pour jeter le doute là où ça fait le plus mal. Lady Cavendish poussa un faible cri. « Vous voulez dire que quelqu'un a caché cette lettre pour piéger mon mari? Peut-être, ou peut-être, madame, pour le prévenir. Nous ne le savons pas encore. » Il plia la lettre et la posa sur le bureau. Néanmoins, elle constitue notre premier fil conducteur, notre premier fil. Poirot se tourna de nouveau vers Lord Cavendish. « Vous avez mentionné plus tôt que vous alliez chercher des cigares lorsque le cri a retenti. Dites-moi, avez-vous traversé le couloir devant la bibliothèque? » « Oui. As-tu vu quelqu'un? » « Personne. Le couloir était vide. » Poirot fronça les sourcils. « Vide, bon. Pourtant, mademoiselle Val dit avoir laissé sir Geoffrey à la porte de la bibliothèque quelques minutes auparavant. Curieux. » Les yeux d'Hélène Havel brillèrent. « Suggérez-vous que je… » Poirot leva la main. « Je ne suggère rien, mademoiselle. J'observe. L'observation est au service de la vérité. » Il s'approcha de la fenêtre, contemplant le brouillard tourbillonnant. Une lettre qui menace d'être dévoilée. Un homme retrouvé mort quelques minutes après sa lecture. Un foyer où chacun porte un masque, au sens littéral comme au sens moral. Et pourtant, mon Dieu, c'est presque trop clair, trop pratique. Lady Cavendish fronça les sourcils. Trop pratique? Oui, c'est le schéma de la fausse solution. Le meurtrier souhaite que nous suivions ce fil, croyant qu'il est la corde qui le retient. Mais il ne mène qu'à l'air. Il se retourna brusquement. Néanmoins, il nous faut le suivre un peu. Poirot s'approcha de nouveau du bureau. Il y a une machine à écrire dans le bureau, n'est-ce pas? Lord Cavendish hocha la tête. Oui. Alors, mes amis, nous allons faire une petite expérience. Chacun de vous écrira les mots de la lettre sur une feuille de papier. Je souhaite observer non seulement l'écriture, mais aussi la réaction de l'esprit lorsqu'on lui demande de répéter un mensonge. Les invités échangèrent des regards inquiets, mais un à un, ils obéirent. Poirot observa chacun d'eux attentivement. Le tremblement d'une main, le battement d'un œil, le silence inconscient avant le premier trait de plume. Quand le dernier eut écrit, il rassembla les pages et les étudia en silence. Puis, enfin, il sourit faiblement. « Très curieux », murmura-t-il. La vérité commence à murmurer, mais doucement, comme un enfant qui a peur du noir. Il mit les papiers de côté. « Nous en reparlerons demain matin. Pour l'instant, personne ne quitte sa chambre. La ligne téléphonique est coupée, le brouillard est épais, et j'ai les clés de toutes les portes. Le meurtrier se croit peut-être en sécurité, mais Hercule Poirot est patient. » Il jeta un dernier coup d'œil à la silhouette inanimée sur le divan, désormais recouverte d'un jeté de velours. « Et les morts, dit-il doucement, sont patients aussi. » Tandis que les invités se dispersaient, Poirot s'attarda dans la bibliothèque, seul, à l'exception du feu crépitant. De sa poche, il sortit la lettre pliée et l'examina à la lumière vacillante. Puis, avec un léger sourire entendu, il se tapota la tempe. « Il y a quelque chose, ici, mon ami, » murmura-t-il. « Quelque chose qui ne rentre pas encore, mais ça viendra. »
Il éteignit la lampe, ne laissant que la lueur mourante des braises. Dehors, le brouillard s'enroulait plus près des fenêtres, épais et silencieux, comme s'il écoutait. Chapitre 4. Les secrets sous le masque. La tempête s'était intensifiée au cours de la nuit, faisant trembler les grandes fenêtres de Cavendish Hall comme des poings impatients. Le vent gémissait dans les cheminées, et la vieille maison, avec ses portraits et ses ombres ancestrales, semblait presque vivante, retenant son souffle tandis qu'Hercule Poirot arpentait ses couloirs. Il se déplaçait avec la précision d'un homme qui savait que chaque pas, chaque objet égaré pouvait révéler un secret. La scène du crime, le petit bureau attenant à la bibliothèque, avait été scellé sur ordre de Lady Cavendish. Pourtant, Poirot entra discrètement, sa petite lanterne projetant un délicat faisceau de lumière dans l'obscurité. Le corps avait été retiré des lieux des heures auparavant, mais la mort persistait dans la pièce. La légère odeur métallique du sang, l'odeur de la cire de bougie éteinte et le silence inquiétant qui suit la violence. Poirot se tenait au milieu du tapis et fermait les yeux. « Toujours, murmura-t-il, la pièce parle, si on écoute. » Il se retourna lentement. Là se trouvait le bureau, où Holt était tombé en avant, le buvard encore légèrement marqué d'une note à moitié écrite. À côté, un verre de cognac, intact. Sur le sol, à peine visible dans le motif du tapis, un bouton de manchette scintillait, un minuscule serpent doré se mordant la queue. Poirot se pencha, l'examinant sans le toucher. « Curieux, » murmura-t-il, « si petit, et pourtant si révélateur. » Derrière lui, un léger craquement rompit le silence. Poirot se retourna, les yeux plissés. Sur le seuil se tenait Helena Vale, toujours dans sa robe grecque, l'air pâle mais posé. « Je pensais que vous pourriez être là, » dit-elle doucement. « Lady Cavendish a demandé que personne ne vous dérange, mais, eh bien, je n'ai pas pu dormir. » Poirot la regarda un long moment. « Mademoiselle, il est rarement sage de se promener seul dans une maison où règne la peur. Mais puisque vous êtes là, peut-être pourriez-vous me dire quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que Sir Geoffrey était perturbé ce soir. » Elle hésita. « Oui, il a été distant toute la semaine, nerveux. Il a reçu une lettre ce matin qui l'a terriblement bouleversé. Je l'ai vu la déchirer et la jeter au feu. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Et pourtant, dit-il doucement, il y a des cendres qui ne brûlent pas entièrement. » Il se dirigea vers la cheminée. Dans le tas de cendres grises, il trouva plusieurs bouts de papier, des fragments d'encre noire sur du parchemin crème. Avec la précision d'un chirurgien, il en souleva un à l'aide de sa pince à épiler. Seuls 2 mots restèrent lisibles. L'affaire. Poirot sourit faiblement. « Ah, le langage du mystère, il est universel. » Helena joignit les mains. « Monsieur Poirot, pensez-vous que quelqu'un ici l'a tué pour cette raison, pour la lettre ? » « Je pense, dit-il, que chacun dans cette maison a des raisons de craindre ce que Sir Geoffrey savait. Qu'il s'agisse d'amour, d'argent ou de honte, ils portent tous des masques plus parfaits que ceux de votre bal. » 1 heure plus tard, Poirot retourna à la bibliothèque, où les invités restants s'étaient à nouveau rassemblés, las et irritables. Le feu avait été rallumé, et des ombres dansaient sur les murs, telles des conspiratrices. Lord Cavendish se tenait près de la cheminée, les yeux rivés sur les flammes, la mâchoire crispée. Lady Cavendish était assise à l'écart, ses mains gantées, tordant un mouchoir. Monsieur Drake, agité, faisait les 100 pas près de la fenêtre. Et les autres, le major Lytton, mademoiselle Vale, madame Hargreaves, observaient les moindres faits et gestes de Poirot,
avec une inquiétude grandissante. Poirot prit place près du feu. « Mes amis, commença-t-il, il est très tard et la police va bientôt arriver. Avant cela, nous allons faire un petit exercice d'esprit. Chacun de vous porte un masque de civilité, mais en dessous, peut-être quelque chose de moins confortable. On verra bien. » Son regard se posa d'abord sur Lord Cavendish. « Vous, monseigneur, avez dit que Sir Geoffrey était votre associé. Dites-moi, vos transactions ont-elles été fructueuses ?» Cavendish se retourna lentement. C'était compliqué. Holt avait investi massivement dans une entreprise de transport maritime sous mon nom. Les bénéfices n'étaient pas ceux qu'il attendait. « Ce qui veut dire, dit doucement Poirot, qu'il vous a accusé de mauvaise gestion. » Les yeux de Cavendish lancèrent des éclairs. « De vol, tu veux dire ? Oui, il l'a fait. Absurdement. Il a menacé de me dénoncer publiquement si je ne le remboursais pas. » Un murmure parcourut la pièce. Le visage de Lady Cavendish blêmit. Poirot le remarqua silencieusement. « Ah mais, continua-t-il, les menaces proférées sous le coup de la colère finissent parfois en tragédie. L'as-tu remboursé ? » « J'en avais l'intention, » dit Cavendish à voix basse. « Mais il est mort avant moi. » Poirot fit une petite révérence. « Très bien. Vous êtes franc, au moins. » Il se tourna ensuite vers Lady Cavendish. « Madame, vous avez été d'une grande aide, et pourtant, vous ne m'avez pas révélé vos liens avec Sir Geoffrey. » Son sang-froid vacilla. Une relation ? Il n'y en avait aucune. C'était l'ami de mon mari. « C'était vrai, » répéta doucement Poirot. « Et pourtant, madame, votre expression lorsque son nom a été prononcé pour la première fois, ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la douleur. » Elle se leva brusquement. « Tu n'as pas le droit. »« Peut-être pas, » interrompit doucement Poirot. « Mais à vrai dire, il ne demande pas de permission. » Un silence s'installa, puis elle se laissa retomber sur sa chaise, tremblante. « Il était plus qu'un ami, » murmura-t-elle. « Il y a des années, avant que j'épouse Adriane, mais c'était fini, depuis longtemps. » Les yeux de Poirot brillaient de pitié, non de triomphe. Et pourtant il revint, non, peut-être avec des mots qui ont rouvert de vieilles blessures. Lady Cavendish ne dit rien de plus. « Monsieur Drake, » dit ensuite Poirot, en se tournant vers l'Arlequin. « Vous aussi, vous avez eu une discussion avec Sir Geoffrey ce soir, n'est-ce pas ?» Drake rit nerveusement. « Tout le monde semble penser que je discute avec cet homme. Je ne l'ai pas tué, Poirot. Oui, je l'ai confronté, mais seulement parce qu'il me devait quelque chose. Moi de l'argent cette fois-ci. »« Ah, » dit Poirot. Ainsi le cercle de la dette s'élargit. Curieux de voir comment l'argent, ce serviteur des plus utiles, devient le plus redoutable des maîtres. Un coup frappé à la porte rompit la tension. Le majordome entra, discret comme toujours. « Un message pour vous, monsieur, » dit-il en tendant à Poirot un petit mot plié. Poirot l'ouvrit, les sourcils légèrement haussés. « De l'inspecteur Graves, » murmura-t-il. « Il est retardé par la tempête. Quel inconvénient. Nous devons donc compter sur nos propres forces. Petits exercices cérébraux sonnent, peu plus longtemps. » Il glissa le mot dans sa poche et observa la pièce. « Il est tard, mes amis. Vous pouvez tous vous retirer dans vos appartements. Pendant ce temps, je poursuis ma petite promenade dans cette maison des ombres, car, bien que le meurtrier ait bien caché son visage, il a laissé derrière lui la plus petite des erreurs, et pour Hercule Poirot, une petite erreur suffit. » Tandis que les invités se dispersaient, des murmures parcouraient les couloirs, tel un parfum persistant de peur. Lady Cavendish serrait le bras de son mari, mais évita son regard. Helena Val s'arrêta sur le seuil,
l'air indéchiffrable, et Poirot resta seul devant le feu, fixant ses profondeurs vacillantes. Il parla doucement, presque pour lui-même. Un bouton de manchette de serpent, une lettre déchirée, un verre de cognac intact. Mon Dieu, ce sont toujours les détails qui trahissent. Il sourit faiblement, la lueur du feu étincelant dans ses yeux. Demain, peut-être, les masques tomberont. Chapitre 5. Des ombres parmi les invités. Le matin n'apporta aucun répit à Cavendish Hall. La tempête s'était apaisée, laissant derrière elle un monde lavé et pourtant étrangement tendu, comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour écouter. Dehors, les pelouses luisaient sous la pluie, mais à l'intérieur, l'air était lourd, suffocant sous le poids du soupçon. Hercule Poirot était assis à la table du petit déjeuner, impeccablement vêtu, sa moustache luisant comme le soleil matinal sur le cuivre poli. Autour de lui, les invités se rassemblaient à contre-cœur, évitant le regard de l'autre. Personne ne semblait impatient de manger. L'argenterie tintait faiblement, résonnant comme de minuscules marteaux sur du verre. Lady Cavendish versa le thé d'une main légèrement tremblante. « L'inspecteur Graves devrait arriver d'ici 1 heure, » dit-elle d'un ton cassant. « Il voudra tous nous interroger. » Poirot sourit faiblement. « En effet, madame, mais, à vrai dire, je soupçonne notre meurtrier de s'être déjà posé des questions. » Un silence s'ensuivit, rompu seulement par le crépitement sourd du feu. Puis le major Lytton, le visage rougeau et crispé, émit un grognement. « C'est absurde, Poirot. Holt était un imbécile avec trop d'ennemis en ville. N'importe qui aurait pu vouloir sa mort. Imaginez l'un de nous. » Poirot leva délicatement la main. « Et pourtant, mon cher major, les preuves confirment que le tueur était ici. Les fenêtres du bureau étaient verrouillées de l'intérieur, la porte barrée par une chaise. Un problème bien curieux, non ?» Le major fronça les sourcils. « Vous insinuez que c'était l'un des nôtres et que personne ne semblait avoir pu entrer ou sortir ?»« Exactement, » dit Poirot. « Une pièce fermée à clé, un mobile introuvable, et une mascarade où la vérité elle-même portait un costume. Quelle intrigue magnifique !» Monsieur Drake s'agita sur son siège. « Tu adores les énigmes, Poirot, mais c'est la vraie vie. Un homme a été assassiné. » Le regard de Poirot devint perçant. « La vraie vie, monsieur, n'est que puzzle. Nous vivons entourés d'eux, nos actions, nos silences, nos mensonges. Le meurtrier est celui qui a choisi de résoudre les siens de la manière la plus, comment dire, dramatique. » Après le petit déjeuner, Poirot demanda que personne ne quitte les lieux avant l'arrivée de l'inspecteur Graves. Il commença alors son inspection solitaire des étages supérieurs. Les domestiques, pâles et chuchotants, lui indiquèrent l'aile est, la chambre de sir Geoffrey. À l'intérieur, Poirot découvrit une pièce évoquant la richesse et l'agitation. Des papiers jonchaient un bureau, une correspondance à moitié lue et plusieurs ouvrages de droit et de finance étaient ouverts, comme si leur propriétaire avait cherché refuge dans la logique sans en trouver. Sur la table de nuit, cependant, quelque chose attira l'attention de Poirot. Une photographie encadrée d'argent, Lady Cavendish, plus jeune, souriant faiblement. En dessous, une enveloppe adressée de la main nette et anguleuse de sir Geoffrey, à remettre seulement en cas de décès. Poirot souleva délicatement l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Ah, les morts, ils ne se taisent pas. Ils laissent à leur homme derrière eux de petites voix comme celle-ci. Il examina la pièce plus en détail. Une armoire était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur étaient suspendus plusieurs costumes du soir, dont l'un portait une légère tache brun rougeâtre sur le poignet. L'expression de Poirot se crispa. Il la toucha délicatement avec un mouchoir et la présenta à la lumière.
pas du vin, murmura-t-il. Trop sombre, trop têtu. Mon Dieu, les petits détails, ils ne mentent jamais. Il nota une note dans son carnet et se retourna pour partir, mais s'arrêta en voyant Helena Vale arriver du couloir. Ses yeux étaient rouges d'insomnie. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement. « Bien, sûr, mademoiselle, » dit Poirot en s'écartant. Elle jeta un coup d'œil à la photo sur la table de nuit, puis à l'enveloppe scellée. « Il a quand même gardé sa photo, » murmura-t-elle. « Oui, » dit Poirot, « l'amour laisse ses empreintes partout, même lorsque le temps tente de les effacer. Tu tenais à lui aussi, n'est-ce pas ?» Helena le regarda fixement. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Les yeux, toujours, » répondit doucement Poirot. « Quand on prononce son nom, ton regard tremble légèrement. » Elle se détourna. Je le respectais. Il a été gentil avec moi quand je suis arrivé à Cavendish Hall l'année dernière. Mais il a changé récemment. Il semblait hanté, effrayé, comme si quelqu'un le surveillait de près. Est-ce qu'il t'a déjà dit quoi? Non, juste qu'il s'agissait de quelqu'un en qui il avait confiance. Poirot fronça les sourcils. Quelqu'un dans cette maison, peut-être? Elle hésita, puis hocha la tête. Oui, il a dit que la trahison venait de l'intérieur. Poirot inclina la tête. Merci, mademoiselle, c'est très éclairant. Plus tard dans la matinée, le bruit des roues sur le gravier annonça l'arrivée de l'inspecteur Graves. Grand et large, aux yeux bleus perçants, il entra dans le salon où l'attendait Poirot. « Bonjour, Poirot, » dit Graves d'un ton vif. « Quel temps maussade, j'ai entendu dire que tu as tout rangé pour nous. » Poirot sourit. « Je fais juste du rangement, mon ami. Le ménage, ce sera à toi. » Graves renifla. « Espérons qu'on trouvera quelque chose d'utile. Le coroner dit que Holt est mort entre 11h et minuit. Une blessure à la poitrine, d'un seul coup, probablement avec un couteau à lame étroite. Aucune trace de lutte. » Poirot hocha la tête. « La blessure nous en dit long, mais c'est l'absence de certaines choses qui en dit plus. Par exemple, pourquoi le verre de cognac n'a-t-il pas été touché? » Graves cligna des yeux. Peut-être l'a-t-il versé et n'a-t-il jamais eu le temps de le boire. Ou alors, dit Poirot, peut-être l'a-t-il versé pour quelqu'un d'autre. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous insinuez qu'il a reçu une visite dans son bureau avant de mourir. Exactement. Quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour le laisser entrer sans poser de questions. Quelqu'un qui pouvait l'approcher sans crainte. Graves soupira. Ça pourrait représenter la moitié de cette maison. En effet, dit doucement Poirot, mais un seul d'entre eux porte le serpent. Le serpent? Poirot sortit de sa poche le petit bouton de manchette, en or, brillant d'un éclat malicieux à la lueur du feu. Un serpent se mordant la queue, symbole de l'éternité et des secrets qui se consument. Dis-moi, mon ami, as-tu déjà vu une chose pareille? Graves l'examina. Un design étrange, un travail sur mesure, peut-être. Il pourrait appartenir à n'importe qui. Ah, dit Poirot, mais dans cette maison, peut-être pas. Remarquez comme la tenue de Lord Cavendish tend vers l'austérité, le pragmatisme. Le major, trop simple. Mais Monsieur Drake, ah, il a la vanité pour de tels ornements. Graves haussa un sourcil. Tu crois que c'est le sien? Poirot sourit. Je crois qu'il a été perdu, pas placé. Et cette différence, comment dire, change tout. En fin d'après-midi, les invités étaient de nouveau réunis dans le salon pour un interrogatoire formel. La tension était devenue insoutenable. Même le crépitement du feu résonnait d'accusations. L'inspecteur Graves commença par les questions habituelles.
où chaque personne s'était trouvée dans les heures précédant le meurtre. Les réponses étaient prévisibles, répétées et peu convaincantes. Lady Cavendish a affirmé qu'elle avait pris une retraite anticipée à cause d'un mal de tête. Lord Cavendish a admis avoir arpenté la galerie pour se vider l'esprit. M. Drake avait écrit une lettre dans le fumoir. Helena Vell a avoué qu'elle était allée brièvement à la bibliothèque, mais qu'elle n'avait vu personne. Le major Lytton était dehors, en train de se débarrasser du cognac. Poirot écoutait sans rien dire, ses yeux perçants, observant non pas leurs paroles, mais leur silence. Une fois la partie terminée, Graves se tourna vers lui. « Eh bien, Poirot, quelque chose vous a marqué ?» Poirot croisa les doigts. « Oui, quelque chose de très petit, mais de très important. Voyez-vous, l'histoire de chacun s'imbrique parfaitement, trop parfaitement, comme les pièces d'un puzzle qu'on force à assembler. Pourtant, il y a toujours une pièce qui refuse de s'imbriquer. » Il se leva lentement. « Je dois examiner un dernier détail avant la tombée de la nuit. Alors, peut-être verrons-nous lequel de nos invités se cache derrière le mauvais masque. » Les invités le fixèrent, mal à l'aise. Lady Cavendish murmura « Vous voulez dire, vous le savez déjà ?» Poirot sourit faiblement, d'une voix basse et calme. « Pas encore, madame, mais je sens la vérité percer le voile, et quand je la lèverai, ah, l'âme de quelqu'un tremblera. » Il se tourna vers la fenêtre, regardant l'horizon gris où les nuages d'orage se rassemblaient une fois de plus. « Ce soir, murmura-t-il, la maison ne dormira pas, car le meurtrier rôde toujours parmi nous, et le serpent ne s'est pas encore mordu la queue. » Chapitre 6. La première fausse piste. À la tombée de la nuit, les majestueux couloirs de Cavendish Hall brillaient faiblement sous la chaude lumière des lustres. Les ombres s'étendaient, incertaines, comme si la maison elle-même guettait la prochaine confession. Les invités s'étaient dispersés, certains dans leurs chambres, d'autres dans des recoins de solitude. Mais le malaise parmi eux était devenu presque palpable. Chaque pas semblait résonner de culpabilité. Poirot était assis seul dans la bibliothèque, le feu projetant des halos oranges sur ses chaussures immaculées. Un échiquier était posé devant lui, en pleine partie. Il avança pensivement d'un pion, puis sourit. « Chaque crime, disait mon cher Hastings, est une partie d'échecs. Le meurtrier joue le premier, mais c'est toujours Poirot qui déclare échec et mate. » Il se tourna légèrement lorsque la porte s'ouvrit. L'inspecteur Graves entra, l'air las mais déterminé. « J'ai encore inspecté la chambre de Holt, dit-il. Rien de nouveau. Mais les agents ont trouvé ceci près de la terrasse et un gant abandonné, taille femme, un peu de sang au poignet. » Poirot l'examina attentivement. « Ah, un gant, l'éternel compagnon des secrets. Et si obligeant, il cache la main tout en la trahissant. » Graves fronça les sourcils. « Tu crois qu'il appartient à Lady Cavendish ?» Poirot secoua la tête. « Ce serait trop facile, mon ami. Loin trop facile. Un indice laissé en évidence. Il faut toujours s'en méfier. » Graves soupira. « Poirot, parfois, j'ai l'impression que tu douterais du soleil lui-même s'il brillait trop fort. » Les yeux de Poirot brillèrent, seulement jusqu'à ce que je comprenne qui tenait le miroir pour le refléter. Plus tard dans la soirée, le salon redevint une salle d'audience réticente. L'orage était revenu, frappant, aux fenêtres comme des doigts impatients. Poirot se tenait près du feu tandis que les suspects se rassemblaient, inquiets et pâles, sous la lumière vacillante. Lady Cavendish entra la première, son élégance n'étant gâchée que par la crispation de sa bouche. Monsieur Drake la suivit,
son sang-froid habituel légèrement altéré. Le major Lytton prit place près de la cheminée, les bras croisés comme un soldat attendant ses ordres. Helena Vale s'attarda près de la porte, nerveuse mais posée. Lord Cavendish arriva le dernier, l'air grave et distant. Poirot s'adressa à eux doucement. « Mesdames et messieurs, vous êtes fatigués, effrayés, peut-être même en colère. Mais ce soir, je dois vous demander de supporter un peu plus d'inconfort, car la vérité est proche, très proche. » Monsieur Drac ricana. « Près de moi. Alors, Poirot, on vous dit, qui a tué Holt ?» Poirot écarta les mains. « Patience, monsieur. Les petites cellules grises. Il ne faut pas les presser. Voyez-vous, j'ai commencé à reconstituer les événements de cette nuit-là. » Il fit un geste vers le feu. Monsieur Holt quitta la salle de bal, peu avant minuit. Il se retira dans le bureau, où il attendait un entretien privé. Il versa 2 verres de cognac, mais un seul fut touché. Il fut poignardé, d'un seul coup délibéré, par une connaissance. Il marqua une pause. Mais il y a autre chose. La porte du bureau était verrouillée de l'intérieur, et les fenêtres étaient verrouillées. Comment, alors, le meurtrier s'est-il échappé? Un silence s'installa. Même le feu sembla s'apaiser. Les yeux de Poirot allèrent d'un visage à l'autre. La réponse la plus simple est souvent la plus vraie. Le meurtrier n'a jamais gauche la pièce. La scène du crime, mes amis, a été modifiée plus tard pour paraître impossible. Le major Lytton fronça les sourcils. Vous dites que quelqu'un est entré après sa mort pour faire croire à une enquête secrète. Exactement. Un deuxième visiteur, peut-être pour protéger quelqu'un ou pour en piéger un autre. Graves s'avança. Et ce gant, où est-il dans tout ça? Poirot se tourna vers Lady Cavendish. Madame pourrait peut-être nous éclairer. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Je n'ai rien à voir avec tout ça. Poirot inclina doucement la tête. Personne ne vous accuse, madame. Je vous demande simplement, possédiez-vous une paire de gants comme celle-ci? Elle hésita, puis hocha la tête. Oui, ils faisaient partie de mon costume ce soir-là. Mais ils ont disparu après le bal. J'ai cru les avoir égarés. Monsieur Drac intervint. Admettez que c'est pratique. Ses yeux brillèrent. Comment oses-tu? Je vous en prie, dit doucement Poirot. Pas d'accusation, mais c'est intriguant. Un de vos gants a été retrouvé dehors, près de la terrasse. Un chemin mène directement sous la fenêtre du bureau. Graves hocha la tête d'un air sombre. Ça s'annonce plutôt mal pour elle, Poirot. Poirot resta immobile. En effet. Pourtant, aussi mauvais, trop parfait. Quand la vérité lui va comme un gant, inspecteur, on doit se demander, de quelle main l'a-t-elle façonné? Une confusion silencieuse s'empara de la salle. Le major Lytton murmura quelque chose. Lord Cavendish baissa les yeux. Le regard d'Helena Vale parcourut les autres du regard, cherchant un réconfort. Poirot s'approcha de la fenêtre, contemplant la pluie noire au-delà. « Voyez-vous, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le récit de Lady Cavendish. Elle a dit s'être couchée tôt à cause d'un mal de tête. Pourtant, la femme de chambre rapporte l'avoir vue descendre l'escalier après minuit. La voix de Lady Cavendish tremblait. « Je suis descendu. Je n'ai pas pu dormir. Je suis allé chercher de l'eau. » Poirot se tourna vers elle. « Et tu as vu quelqu'un? » « Non. La salle était vide. Mais la lumière du bureau était peut-être allumée. » Elle hésita encore. « Oui, je crois. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors vous n'avez rien entendu, ni voix, ni pas. »« Rien. »« Étrange, » murmura-t-il, car d'autres ont entendu tout le contraire. Une voix forte, puis un fracas de verre.
On pourrait presque croire, madame, que votre mémoire choisit ses propres moments d'oubli. Son sang-froid se brisa. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. » Lord Cavendish s'avança, la voix tendue. « Ça suffit, Poirot. Ma femme est bouleversée. Vous n'arrivez pas à croire. » Le regard de Poirot se posa sur lui. « Je ne crois qu'à la logique, monseigneur, et votre empressement à la défendre, bien qu'admirable, sonne peut-être un peu trop vite. » L'atmosphère s'épaissit. Même l'inspecteur Graves semblait incertain. « Poirot, vous dites que Lady Cavendish a tué Holt. » Poirot joignit les mains derrière son dos. « Non, inspecteur, je dis que quelqu'un veut nous faire croire qu'elle l'a fait. Et c'est, pour moi, infiniment plus intéressant. » Tandis que l'assemblée se dispersait avec inquiétude, Poirot s'attarda près de la cheminée, perdu dans ses pensées. La pièce semblait désormais plus vide, mais la tension persistait. Grave le rejoignit. « Eh bien, on a au moins une suspecte. Elle n'a peut-être pas tué Holt, mais elle cache quelque chose. » Poirot hocha la tête pensivement. « Oui, quelque chose dont elle ne peut parler. Peut-être par peur, peut-être par loyauté. Pourtant, elle n'est pas la seule à mentir par omission. Le major, par exemple, son alibi repose sur l'obscurité extérieure. Il prétend avoir parcouru le domaine, mais l'orage avait déjà commencé. Qui se promène sous la pluie avec une jambe blessée par la guerre? » Graves fronça les sourcils. « Tu crois qu'il est impliqué ?» Poirot sourit faiblement. « Non, non. Le major est trop direct pour être trompeur. Mais quelqu'un, utilisation son absence cette nuit-là à leur avantage. » Il leva soudain les yeux brillants. « Inspecteur, une pensée me vient. Holt portait-il des gants lorsqu'on l'a trouvé? » « Des gants ?» Graves cligna des yeux. « Non, il avait les mains nues. »« Ah !» s'exclama doucement Poirot. « Alors, on doit se demander, pourquoi un homme habillé pour recevoir les enlèverait-il juste avant de mourir, à moins que quelqu'un ne les lui ait pris. » Grave le fixa. « Pour quelle raison ?» Poirot se tourna de nouveau vers la fenêtre. Peut-être pour cacher une tache révélatrice, ou pour laisser un autre gant à la place. Dehors, le tonnerre grondait, à travers les champs, et les lampes vacillaient. Poirot baissa la voix. « Le meurtrier joue un jeu astucieux, mon ami. Un jeu de masques et de miroirs. Mais déjà, un masque est tombé. » Graves croisa les bras. « Et qui est derrière tout ça ?» Poirot eut un léger sourire. « Patience, mon ami. Ce soir, la première fausse piste disparaît. Demain, peut-être, la vérité surgira de son ombre. » Il regarda vers l'escalier sombre, où Helena Vale venait de disparaître de la vue, sa silhouette tremblante à la lueur des bougies. Et dans ses yeux, il y avait une étincelle très faible, moitié curiosité, moitié tristesse. « Pour chaque meurtrier, » murmura Poirot, « il y a une blessure qu'ils cherchent à cacher. La question, inspecteur, est qui saigne le plus ?» Chapitre Mélodie est le masque des motivations. Le lendemain matin, gris et silencieux, une fine brume recouvrait les jardins de Cavendish Hall, enveloppant pelouse et statues d'un voile de mélancolie. À l'intérieur, l'atmosphère était tout aussi pesante. Personne ne parlait au petit déjeuner. Même les domestiques semblaient se déplacer plus silencieusement que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. Hercule Poirot arriva en retard, habillé avec une précision impeccable. Sa pince à cravate brillait, sa moustache impeccablement taillée. Il ne salua personne immédiatement, se contentant de prendre place et de parcourir la table du regard, d'un regard fixe et attentif. Lady Cavendish évita son regard. M. Drake fixait son café
comme s'il cherchait l'absolution. La cuillère du major Lytton tintait trop fort contre sa soucoupe. Seule Helena Vale semblait ouvertement perturbée. Ses mains tremblaient légèrement en levant sa tasse. Lord Cavendish, pâle et les traits tirés, esquissait un sourire cassant. Poirot remarqua tout cela sans rien dire. Une fois le repas terminé, il se leva. « Mes amis, si vous voulez bien m'accorder une dernière fois ce matin, j'aimerais poursuivre notre petite enquête sur la tragédie qui a frappé M. Holt. Il y a certains faits qui, comment dire, restent hors symétrie. » « La symétrie ?» demanda Drake sèchement. « Quel est le rapport entre la symétrie et le meurtre ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Tout, monsieur. Le crime est désordre, mais même dans le chaos, il y a une intention. Lorsqu'une chaise est légèrement de travers dans une pièce parfaite, le regard d'Hercule Poirot est immédiatement attiré par elle. Il en va de même pour le comportement humain. Il regarda les visages des uns et des autres. L'un de vous a déplacé une chaise. Ils se retrouvèrent dans le salon, où les accusations de la veille planaient encore comme de la fumée. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains derrière le dos, le regard pensif. L'inspecteur Graves prit place non loin de là, un carnet à la main. Poirot commença doucement. Nous avons déjà écarté certaines théories. L'illusion de la chambre close a été créée après l'acte pour tromper l'œil. Le gant retrouvé sur la terrasse, un faux indice, une fausse piste lancée pour impliquer Lady Cavendish. Par conséquent, nous devons nous demander qui gagnait de sa disgrâce. La question tomba comme une pierre dans un étang calme. Les lèvres de Lady Cavendish s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Son mari se déplaça. Chapitre 8. Le web se resserre. Cet après-midi-là, Cavendish Hall semblait vivre en deux mondes, celui visible de la civilité et celui invisible des soupçons murmurés. Chaque invité évoluait avec la grâce tendue d'un acteur dans une pièce dont il redoutait la fin. La pluie se mit à crépiter contre les hautes fenêtres, douce d'abord, puis régulière, un rythme insistant qui soulignait la tension ambiante. Poirot, toujours observateur, avait demandé que personne ne quitte le domaine. Pour l'ordre, avait-il dit doucement. Et parce que, peut-être, j'aurai bientôt besoin de voir comment chacun de vous se comporte lorsque le masque commencera à tomber. Helena Vale fut la première qu'il convoqua cet après-midi-là. Elle entra dans la bibliothèque avec une réticence visible, son calme fragile, mais sa beauté intacte. Poirot se tenait au fond, examinant une étagère de premières éditions, comme si elle détenait des secrets plus accablants que n'importe quelle confession. « Mademoiselle Vale, dit-il doucement, vous aimiez M. Holt, n'est-ce pas ?» Elle hésita. Autrefois, peut-être, mais c'était il y a des années. « Pourtant, il t'a écrit, » murmura Poirot, en se tournant vers elle. « Et quand tu es venu ici hier soir, tu portais le même parfum qu'il t'avait offert. Jasmin et violette, un choix sentimental. » Ses yeux clignèrent. « Vous semblez tout savoir, monsieur Poirot. »« Non, non, je dis simplement observer. Voyez-vous, l'amour, mêlé à la peur, crée le plus dangereux des cocktails humains. Dites-moi, aviez-vous peur de ce que monsieur Holt voulait vous révéler ?» Elle prit une inspiration brusque. « Révéler ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Poirot se pencha légèrement en avant, le regard fixe. La lettre qu'il portait, celle qui a disparu, vous en connaissiez le contenu, mademoiselle. « Je jure que non, » s'écria-t-elle en se levant brusquement. « Je savais seulement qu'il était venu pour semer le trouble, pour Lady Cavendish, pour tout le monde. » La voix de Poirot était calme. « Et pourtant, vous êtes allé le rencontrer sur la terrasse.
Vous lui avez parlé peu avant sa mort. Helena se figea. Comment as-tu pu? Parce que, dit doucement Poirot, vous avez laissé des empreintes, de petites et élégantes empreintes de pas. Celles d'une pantoufle de dame. La police n'a vu que les lourdes bottes des hommes. Moi, j'ai vu les deux. L'espace d'un instant, sa défiance vacilla. Puis elle se laissa retomber sur sa chaise. « Oui, je l'ai rencontré, » murmura-t-elle. « Il voulait de l'argent? Encore. Il a dit qu'il révélerait le secret de Lady Cavendish si elle ne le payait pas. Et quel était ce secret? » Ses lèvres se pincèrent. « Demande-lui. » Poirot hocha gravement la tête. « Merci, mademoiselle. Ce sera tout, pour l'instant. » Quand Helena fut partie, l'inspecteur Graves leva les yeux de son carnet. « Vous la croyez, monsieur ?» Poirot sourit faiblement. « Je crois qu'elle dit la vérité qu'elle souhaite entendre, mais il y a des vérités, et il y en a. Vérité, mon ami. Il faut savoir à qui on a affaire. » Il fit signe au suspect suivant, le major Lytton. Le soldat entra avec une assurance assurée, le menton haut, sa tenue d'uniforme impeccablement repassée. « Major, » dit Poirot, « vous avez été très cohérent dans vos déclarations, presque aussi cohérent. »« Je crois en la précision, » répondit l'homme sèchement. « Ah, moi aussi. Mais la mémoire humaine, eh bien, ce n'est pas une horloge. Quand les détails s'alignent trop parfaitement, c'est souvent parce qu'ils ont été répétés. » Les yeux de Lytton se plissèrent. « Tu m'accuses de mentir? »« Pas encore, » répondit Poirot d'un ton aimable. « Simplement parce que je me souciais plus de paraître irréprochable que de dire la vérité. Dites-moi, quel était votre différend avec M. Holt au sujet des investissements sud-américains? » Le major se raidit. « Vous avez écouté Drake. Holt a déformé les chiffres, rien de plus. J'avais parfaitement le droit de le confronter. Et toi? » « Oui, à 11 heures, je l'ai laissé en vie. » Poirot inclina la tête. « Curieux. D'autres disent avoir entendu ta voix vers minuit. » Le sang-froid de Lytton se brisa un instant. « Alors il se trompe. » Poirot eut un léger sourire. « Vraiment? On verra bien. Pour l'instant, merci. » Le soir, la maisonnée était devenue agitée. Les rumeurs vacillaient dans les couloirs comme des bougies. Lady Cavendish restait enfermée dans sa chambre, tandis que Lord Cavendish arpentait les couloirs en silence. Drake se réfugia dans la salle de billard, frappant les boules avec une force inutile. Helena était assise près du feu, les mains tremblantes serrées, autour d'un livre oublié. Poirot, quant à lui, dînait tranquillement, prenant des notes solitaires dans son petit manuscrit, ordonné. Chaque entrée était précise, dénuée d'émotion. À 9 heures, il demanda une dernière audience à Lord Cavendish. Le seigneur entra à contre-cœur, le visage tiré et las. « Poirot, » dit-il aussitôt, « ça ne peut plus durer. Tu as transformé ma maison en tribunal. »« Mais oui, Lord Cavendish, » répondit doucement Poirot. « Mais c'était déjà un théâtre bien avant mon arrivée. Chacun ici joue un rôle. » Cavendish s'affala sur une chaise. « Et le mien ?» Poirot le regarda dans les yeux. « Vous êtes le mari qui doit choisir entre fierté et vérité, entre protéger sa femme et protéger son nom. » Cavendish tressaillit. « Tu penses, moi, que ma femme est coupable? »« Je pense, » dit lentement Poirot, « qu'elle en sait bien plus qu'elle ne l'a admis. La clé de cette affaire ne réside pas dans la violence, mais dans Chonte. Dites-moi, Lord Cavendish, qu'est-ce que M. Holt avait sur elle? » Cavendish resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix brisée, il murmura. « Une lettre, écrite il y a des années. Des paroles insensées, un moment de faiblesse. Il l'a trouvée, il voulait la ruiner. »
Les yeux de Poirot brillèrent. « Et tu l'as appris hier seulement ?» Cavendish hésita. « Oui, elle me l'a dit après le début de la mascarade. J'ai juré de gérer ça discrètement. Holt est parti avant que je puisse le raisonner. »« Ah !» murmura Poirot. « Et tu l'as suivi jusqu'à la terrasse ?» Cavendish se figea. Son silence était une réponse suffisante. Poirot se leva et lissa ses manchettes. « Mon ami, ne prenez pas mon silence pour de l'ignorance. Le schéma se dessine, mais une pièce reste décalée. Quand cette pièce s'alignera, le tout sera clair. » Tandis que la pluie s'intensifiait contre les fenêtres, Poirot s'avança vers le feu, sa silhouette auréolée par sa lueur. « Demain matin, messieurs et mesdames, nous aurons notre réunion. Alors, la vérité éclatera. » Dehors, le tonnerre grondait, faiblement, sur les collines. À l'intérieur, Cavendish Hall retenait son souffle. Chapitre 9. Le rassemblement final. La pluie avait cessé au matin, laissant Cavendish Hall propre et pourtant étrangement immobile. Une brume pâle s'élevait en ruban pâle sur les pelouses, et un silence si profond régnait que même les horloges semblaient hésiter à tic-tac. À l'intérieur, le grand salon avait été aménagé avec une précision quasi cérémonielle. Chaises disposées en demi-cercle devant l'âtre, rideaux tirés pour laisser entrer la lumière grise de l'aube. Poirot se tenait au centre de la scène, impeccable comme toujours, le regard brillant d'une détermination contenue. Un petit feu brûlait doucement derrière lui, et à sa lueur, les suspects rassemblés apparaissaient comme des figures de portrait, figées, posées, et pourtant intérieurement tremblants. Lady Cavendish entra la dernière, doucement escortée par son époux. Son visage était pâle mais calme, sa posture majestueuse malgré la tension qui transparaissait dans chacun de ses mouvements. Helena Vale s'attardait près de la fenêtre, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. Le major Lytton était assis, raide, la mâchoire serrée, son allure militaire plus figée que jamais. Drake s'affalait sur le bord de sa chaise, les doigts tambourinant sans relâche. Poirot laissa le silence s'éterniser. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, posée, chaque syllabe posée avec soin. « Mes amis, commença-t-il, nous sommes enfin arrivés au terme de notre petite tragédie. Vous avez chacun joué votre rôle avec, un talent remarquable. Des mensonges ont été proférés, des secrets enfouis, des masques portés avec un grand art. Pourtant, même le plus beau masque, n'est-ce pas, ne peut pas durer éternellement. » Il regarda l'inspecteur Graves, qui se tenait silencieusement au bord de la pièce. « Vous avez été patient, mon ami. Maintenant, vous aurez votre meurtrier. » Graves se redressa, son crayon en main. Les autres s'agitèrent, mal à l'aise. Poirot se tourna vers eux. « Avant de démasquer le coupable, permettez-moi de rappeler le déroulement des événements. Monsieur Holt est arrivé à Cavendish Hall avec un secret, une lettre qui lui donnait pouvoir sur Lady Cavendish. Il avait désespérément besoin d'argent et envisageait de le faire chanter. Pourtant, à minuit, il était mort, étranglé. La lettre a disparu. Il commença à arpenter lentement la pièce, les mains jointes dans le dos. Commençons par écarter les fausses pistes, le gant sur la terrasse, planté pour induire en erreur, la fenêtre verrouillée, sécurisée, après le crime, les empreintes de pas, l'une soigneusement falsifiée, l'autre authentique. Et puis, il y a l'heure manquante, celle entre 11h et minuit, pendant laquelle chacun de vous a présenté un alibi qui ne tient pas vraiment. Il s'arrêta près d'Helena Vale. Mademoiselle Vale a rencontré la victime à 11h, vous l'admettez, mais vous ne l'avez pas tuée. Vous n'aviez ni la force ni la volonté nécessaires. Vous craigniez d'être exposé, certes, mais pas au point de la tuer.
Quand vous l'avez quitté, il était encore en vie. » Les lèvres d'Helena s'entr'ouvrirent, le soulagement tremblant dans son souffle. Poirot se tourna vers le major Lytton. « Vous, major, avez été moins direct. Vous vous êtes disputé avec M. Holt, et vous avez menti sur l'heure. Mais je ne pense pas que vous l'ayez tué non plus. Violence, certes, mais calcul froid. Ce n'est pas votre métier. Vous êtes trop direct pour un tel art. » Les yeux de Lytton brillèrent, mais il ne dit rien. Poirot continua. « Monsieur Drake, vous êtes l'opportuniste, l'homme qui observe et attend. Vous espériez profiter de la confusion, mais vous n'en êtes pas l'auteur. L'ingéniosité de ce crime, son timing, sa précision, appartient à un tout autre esprit. » Son regard se tourna alors vers Lord et Lady Cavendish. L'atmosphère s'épaissit. Le couple était assis côte à côte, sa main posée sur la sienne, leur visage pâle reflétant l'effroi de l'autre. Poirot s'inclina légèrement. « Tout a commencé par l'amour, comme tant de tragédies. Lady Cavendish, votre lettre à M. Holt, écrite dans une jeunesse insensée, était une arme qu'il comptait utiliser. Vous le craigniez, mais vous le plaigniez aussi. Vous souhaitiez sa disparition, mais pas sa mort. Ce n'est pas vous qui l'avez réduite au silence. » Lady Cavendish leva les yeux brillants. « Et alors ?» murmura-t-elle. Poirot se tourna vers Lord Cavendish d'une voix douce, presque triste. « Vous, monseigneur. » Un frisson parcourut la pièce. Drake murmura un juron. Helena haleta. Les lèvres de Lord Cavendish s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent, son teint blême. « Vous, qu'est-ce que c'est que ce baratin ?»« Sans sottise, monseigneur, » répondit doucement Poirot. « Vous avez suivi M. Holt sur la terrasse, après que votre femme eut avoué la vérité. Vous vouliez seulement le raisonner, peut-être l'acheter. Mais la dispute s'est envenimée. Il vous a provoqué. Il a parlé de la ruiner, de faire de son nom une plaisanterie à Londres. À cet instant, vous l'avez frappé, non pas une fois, mais deux. Il est tombé. Et lorsque vous avez réalisé ce que vous aviez fait, vous avez arrangé la scène pour qu'elle ressemble à un suicide ou à un accident. Mais c'était trop net, trop symétrique. » Poirot se tapota la tempe. La symétrie, toujours. Elle trahit la main de l'homme trop prudent. Tu as fermé la fenêtre, essuyé la vitre, tu as même remis sa montre à l'heure. Et pourtant, tu as oublié une petite chose. La voix de Cavendish se brisa. Quel truc ? L'horloge sur la cheminée de la chambre de votre femme, dit doucement Poirot. Elle m'a dit qu'elle s'était arrêtée à 11h48 précise, lorsqu'elle vous a entendu partir. Vous avez dit ne l'avoir quittée qu'à minuit. C'est votre propre maison qui vous a trahi. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Lord Cavendish se releva lentement, les épaules affaissées, le regard creux. « Je ne voulais pas le tuer, » murmura-t-il. « Il m'a attrapé. J'ai juste essayé de le repousser. Quand il est tombé, j'ai paniqué. Je me suis dit, s'il découvrait sa réputation. » Il se tourna vers sa femme, la voix brisée. « Je l'ai fait pour toi, Margaret, pour nous. » Lady Cavendish se couvrit le visage, pleurant en silence. Poirot baissa la tête. « Il n'y a aucune haine dans mon accusation, monseigneur, » dit-il doucement. « Seulement de la pitié. Vous avez agi par amour, mais l'amour, aveuglé par l'orgueil, devient sa propre cruauté. Le mort était un scélérat, certes, mais un meurtre ne peut être dissimulé sous une noble intention. » L'inspecteur Graves s'avança, solennel. « Lord Cavendish, je dois vous demander de m'accompagner. » Cavendish hocha faiblement la tête, tendant ses poignets sans protester. « Prends soin d'elle, » dit-il d'une voix rauque, et il se laissa emmener. Lorsque la porte se referma derrière eux,
le silence revint. Poirot resta près du feu, le regard fixé sur ses braises vacillantes. Enfin, il parla. « Voyez-vous, mes amis, le cœur humain est le plus grand des mystères. Il trompe plus habilement que n'importe quel esprit criminel. Il dissimule la culpabilité sous l'amour, et l'amour sous la culpabilité. Finalement, nous sommes tous masqués, jusqu'au moment où la vérité nous démasque. » Il se tourna vers Lady Cavendish et s'inclina. « Madame, vous avez toute ma sympathie, et je regrette que l'éclat de votre mascarade soit à jamais terni par la tragédie. » Elle murmura à travers ses larmes. « C'est tout, monsieur Poirot. » Il sourit faiblement. « Presque. Il ne reste que la justice qui suit la vérité, et peut-être le pardon qui suit les deux. » Puis, ajustant ses menottes avec son élégance habituelle, Poirot se dirigea vers la porte. « Viens, Hastings, » dit-il doucement, bien qu'Hastings ne fût pas là. « C'est fini. » Le feu crépita de nouveau, et la pluie recommença à tomber dehors, douce comme un soupir. Chapitre 10. La justice et les masques que nous portons. Le lendemain de la confession de Lord Cavendish, l'aube s'imposa dans une sérénité inquiétante. La brume s'était dissipée, laissant Cavendish Hall nu sur le bleu pâle du matin. On aurait dit que la grande demeure elle-même avait expiré après une longue nuit d'angoisse. Pourtant, l'air intérieur restait lourd, chargé de honte, de chagrin et de l'écho de mots impossibles à redire. Poirot était assis dans le petit salon donnant sur les jardins, sirotant du chocolat et lisant le foie à première vue. Il semblait apaisé, mais ceux qui le connaissaient auraient perçu la légère tension dans la façon dont ses doigts tapotaient le bord de sa tasse, le scintillement lointain de son regard. L'inspecteur Graves entra discrètement, chapeau à la main. « Il avait été placé en détention provisoire à Londres, » dit-il. « Lord Cavendish, ses aveux sont sans appel. Il y aura une enquête, bien sûr, mais tout est désormais assez simple. » Poirot hocha la tête. « C'est direct, oui, et pourtant... » Graves fronça les sourcils. « Et pourtant, monsieur... » Poirot posa le papier avec un soin délibéré. « La ligne droite, inspecteur, est rarement le bon chemin. Elle plaît à la police, mais elle la satisfait rarement. Les petites cellules grises. » Graves expira. « Tu veux dire que tu doutes de ses aveux ?» Poirot sourit faiblement. « Non, non. Je ne doute pas de ce qu'il croit-il l'a fait. Mais la vérité, mon ami, est parfois plus subtile que la croyance. » Avant que Graves puisse répondre, on frappa à la porte avec hésitation. Helena Vale entra, pâle et les traits tirés. « Monsieur Poirot, puis-je vous parler ?»« Mais oui, mademoiselle. Please, sit. » Elle resta debout. « J'ai repensé à hier soir, à ce que Lord Cavendish a dit. Ça n'a aucun sens. » « De quelle manière, précisément ?» Les doigts d'Helena se tordaient nerveusement. « Il a dit avoir frappé Holt 2 fois, qu'il était tombé. Mais j'ai vu le visage de Holt quand je l'ai trouvé, sa peau. Elle n'était pas meurtrie. Il y avait des marques, mais pas de coups. » Les yeux de Poirot s'aiguisèrent. « Ah, vous y lui ? Je ne te l'avais pas dit, » avoua-t-elle d'une voix tremblante. Je suis revenu sur la terrasse après avoir entendu des voix. Il était presque minuit. Je l'ai vu étendu là. J'ai cru qu'il s'était évanoui. Puis j'ai réalisé... » Elle déglutit. « Il était mort. J'ai couru. J'avais peur. » « Peur de quoi ? » « D'être blâmé, de ce qu'il penserait. Poirot se leva, le visage grave mais pas méchant. « Mademoiselle, vous venez de faire quelque chose de très courageux. Vous m'avez dit ce que vous craint, je ne l'avais pas dit auparavant. Maintenant, je pose une dernière question. Ses mains étaient-elles serrées ou ouvertes ?» Elle cligna des yeux, surprise.
Ouvert, je crois. Oui, ouvert, et une paume était rouge. Poirot ferma les yeux un bref instant. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était presque tendre. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez donné ce qui me manquait, la pièce maîtresse. » Une demi-heure plus tard, Poirot invita Lady Cavendish à le rejoindre dans la bibliothèque. La dame entra, son sang-froid usé, mais sa dignité intacte. « Madame, » commença Poirot, « je ne vous ennuierai pas longtemps. Je vous demande simplement de répondre à une question, honnêtement et sans crainte. Lorsque votre mari est allé retrouver M. Holt, a-t-il emporté quelque chose ?» Elle hésita. « Oui, un coupe-papier. Il était sur le bureau. Il a dit que ça pourrait persuader M. Holt de le prendre au sérieux. » Poirot hocha la tête pensivement. « Une pièce lourde et décorative, en argent ? » ?»« Oui, mais il l'a rapportée. Je l'ai vue plus tard. »« Ah !» Poirot sourit faiblement. « Alors, ce n'est peut-être pas lui qui l'a rapportée. » Lady Cavendish fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Seulement ceci, madame. La culpabilité de votre mari ne réside pas dans le meurtre, mais dans son silence. Il se croyait le meurtrier, car à son retour, M. Holt était mort. Mais l'acte lui-même, non. Il avait été commis par une autre main. » Elle le fixa, incompréhensible. Une autre main. Poirot s'approcha d'un ton grave mais doux. « Oui, madame. Les marques sur le cou de M. Holt étaient celles de doigts fins, délicats, sans force. Leur motif m'indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une poigne d'homme, et Mademoiselle Vail vient de m'informer qu'il n'y avait aucune trace de lutte, aucune contusion. Cela signifie que lorsque Lord Cavendish l'a quitté, il était vivant. » Le souffle de Lady Cavendish s'accéléra. « Alors qui ?» Poirot la regarda fixement. « Vous, madame. » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Non, je... » Elle s'arrêta, tremblante. « Oh mon Dieu, je ne voulais pas, je pensais... » La voix de Poirot s'adoucit. « Vous pensiez protéger votre mari ? Vous l'avez suivi dehors, sans être vu ? Vous avez trouvé M. Holt seul, toujours railleur, toujours menaçant ? Vous l'avez supplié d'arrêter. Il a ri. Vous avez pris le coupe-papier et l'avez pressé contre sa gorge pour l'effrayer. Mais il a résisté, et dans la lutte, l'écharpe autour de son cou s'est resserrée. Par accident, peut-être, mais le résultat a été le même. » Des larmes coulaient sur ses joues. Je l'ignorais. Quand je l'ai vu tomber, j'ai cru qu'il s'était simplement évanoui. J'ai couru. Et quand mon mari est arrivé plus tard, les mains tremblantes, disant qu'il s'était battu avec Holt, j'ai cru que c'était vrai. Je l'ai laissé y croire. Poirot soupira profondément, joignant les mains. L'amour, madame, est une chose étrange et périlleuse. Il nous pousse à sacrifier la vérité elle-même. Mais la vérité, même enfouie, ne meurt pas. Elle s'affala sur une chaise, le visage dans les mains. Que va-t-il lui arriver ? Je vais parler à l'inspecteur Graves. Il y aura clémence, pour vous deux, je pense. Les preuves sont ambiguës, et les aveux de votre mari resteront valables, sauf intervention de ma part. Mais justice, madame, n'est pas toujours synonyme de châtiment. » Elle leva les yeux, le regardant fixement. « Et toi, que vas-tu faire ?» Poirot esquissa un petit sourire triste. « Comme toujours, madame, je dirai la vérité. » Ce soir-là, tandis que le crépuscule s'épaississait sur le domaine, Poirot et Graves se promenèrent sur la terrasse où tout avait commencé. La pluie avait lavé les pierres. L'air sentait la terre humide et le renouveau. Graves écouta en silence Poirot raconter les aveux de Lady Cavendish. Lorsque l'inspecteur eut terminé, l'inspecteur soupira. « C'est une sacrée tragédie, Poirot. Un homme bon ruiné, une femme désespérée et un vaurien mort. Quelle est la bonne décision à prendre ?
Poirot contempla les jardins embrumés. La bonne voie, mon ami, est rarement celle qui est droite. Parfois, c'est celle qui est clémente. Vous voulez dire que vous ne le direz pas au magistrat? Poirot secoua la tête. Je dirai ce qui doit être dit. Que la mort était accidentelle, la cause incertaine. La loi fera ce qu'elle veut, mais je ne détruirai pas le peu de paix qui reste à cette famille. Ils ont déjà payé le prix fort. Graves l'observa un long moment, puis hocha la tête. « Tu es un drôle d'homme, Poirot. »« Non, non, » murmura Poirot. « Simplement logique. Voyez-vous, la logique doit servir l'humanité, pas la gouverner. » Plus tard dans la soirée, Poirot s'assit de nouveau devant le feu, la lumière vacillante dansant sur son visage. Il sortit de sa poche le coupe-papier en argent, nettoyé, poli, à nouveau brillant. Il le contempla un instant avec une contemplation silencieuse, puis le posa sur la cheminée. « Comme l'ordre des choses est fragile, » murmura-t-il. Un seul mensonge, une seule impulsion, et l'harmonie s'effondre. Il se leva, lissant sa moustache avec sa précision habituelle, et se tourna vers la fenêtre où le clair de lune se reflétait comme de l'argent sur le sol. « Mais peut-être, dit-il doucement, y a-t-il dans la confession une forme de justice, non pas celle des tribunaux, mais celle de l'âme. » Alors qu'il quittait la pièce, le vent souffla faiblement à travers les rideaux, emportant le dernier murmure de secret de Cavendish Hall, la maison des masques, où la vérité s'était enfin regardée dans le miroir. Chapitre 11. Le calme après la tempête. 3 jours plus tard, Hercule Poirot quitta enfin Cavendish Hall. L'orage qui avait détrempé la campagne était passé, laissant derrière lui une clarté glaciale. Les pelouses luisaient de rosée et les branches nues des grands ormes se balançaient doucement dans le ciel pâle d'automne. Poirot se tenait sur les marches du perron, sa petite valise à la main, son chapeau impeccable, sa moustache impeccable, irréprochable. La scène devant lui était paisible, mais en dessous persistait un léger résidu de tragédie, comme si la maison elle-même se souvenait de ce que ses habitants souhaitaient oublier. Lady Cavendish apparut pour lui dire au revoir. Elle portait désormais du noir, simple, élégante et sans fioritures. Ses yeux, autrefois brillants de grâce, semblaient ternis par une compréhension trop profonde pour être exprimée. Elle se déplaçait avec le calme prudent de quelqu'un déterminé à ne pas s'effondrer en public. « Devez-vous partir si tôt, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle doucement. Poirot inclina la tête. « J'ai toujours pour habitude, madame, de partir une fois l'ordre rétabli. Je suis, comme vous dites, l'invité de nécessité, jamais de plaisir. » Ses lèvres tremblèrent, formant un sourire presque parfait. « De l'ordre? Je doute qu'il y en ait beaucoup avant un certain temps. »« Ah, mais ça viendra, » dit doucement Poirot. « Même la tempête laisse des eaux calmes, tu verras. » Elle détourna le regard, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vous avez été gentil avec nous, monsieur Poirot, plus gentil que nous le méritions. »« Non, madame, » dit-il doucement. « Vous vous trompez. J'étais simplement juste. Mais la justice, voyez-vous, prend de multiples formes. La loi ne voit pas toujours la situation dans son intégralité, mais le cœur humain, il sait. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Et mon mari ?» Poirot soupira, le regard perdu dans le vide. L'enquête a conclu à une mort accidentelle, et les autorités, par respect pour ses aveux, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'engager de nouvelles poursuites. Il vivra tranquillement, peut-être à l'étranger. Il porte sa peine en lui, madame. Aucune prison ne pourrait l'aggraver. » Lady Cavendish ferma les yeux un long moment. Lorsqu'elle les rouvrit, une sorte de gratitude brilla dans leurs yeux. « Merci, » murmura-t-elle, « non pas de l'avoir sauvé, mais de comprendre. »
Poirot s'inclina légèrement. « Comprendre, madame, est un luxe réservé à ceux qui savent écouter, et l'amour de votre mari pour vous. Il en disait plus long que n'importe quel alibi. » Elle prit une inspiration tremblante. « Diras-tu un jour la vérité à quelqu'un? La vraie vérité ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Madame, vérité, c'est une créature fragile. Elle ne s'épanouit pas toujours à la lumière. Je la garderai à l'ombre, où elle pourra vivre sans danger. » Alors que sa voiture approchait de la longue allée sinueuse, Poirot jeta un dernier coup d'œil à Cavendish Hall. La maison se dressait, solennelle et immobile, ses fenêtres aux yeux sombres scrutant la lande. Elle ressemblait moins à une maison qu'à un monument, à la fierté, à l'amour, à la folie. Il toucha le bord de son chapeau en un adieu silencieux. L'inspecteur Graves l'attendait à la porte, fumant la pipe et claquant des bottes pour se protéger du froid. « Je voulais vous dire au revoir, Poirot, » dit-il, son souffle perçant dans l'air froid. « Très aimable, mon cher Graves, » répondit Poirot en montant dans la voiture. « Vous avez été très efficace et très discret, une combinaison rare chez un homme de votre profession. » Graves rit. « Tu as une drôle de façon de qualifier un homme d'honnête, Poirot. Alors, c'est vraiment fini. Plus de surprise dans le noir. » Poirot sourit faiblement. « Ah, il y a toujours des surprises, mon ami. Seulement, elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent au temps. » Graves s'appuya contre la porte. « Tu sais, je ne te comprends toujours pas bien. Tu les as laissés tous les deux libres, lui et Gel. Tu en as eu assez pour les ruiner. » L'expression de Poirot s'adoucit. « À ruiner, oui, mais pas à racheter. À quoi bon, inspecteur, écraser deux vies alors que l'un d'eux est déjà mort, et que les deux autres doivent vivre éternellement avec leurs actes? Le but de la justice n'est pas la vengeance, mais le rétablissement de l'ordre. Et maintenant, voilà, la commande revient. » Graves fronça les sourcils. « Et la vérité ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « La vérité, mon ami, ne correspond pas toujours aux faits. Un fait peut être cruel, une vérité peut guérir. Entre les deux, je choisis toujours la vérité. » L'inspecteur hocha lentement la tête, mi-admiratif, mi-perplexe. « Vous êtes un drôle d'homme, Poirot. »« Ah !» dit Poirot d'un ton faussement offensé. « Vous, les Anglais, vous dites cela comme si c'était une mauvaise chose. » Graves rit. « Bon voyage, alors, et merci d'avoir mené ce voyage à bien avec dignité. » Poirot inclina la tête et la voiture roula en avant. Le voyage de retour vers Londres fut long et silencieux. Les champs cédèrent, la place aux villes, les villes aux villages, et bientôt au bourdonnement sourd des abords de la ville. Poirot était assis, les mains croisées sur sa canne, les yeux clos, son esprit retraçant une fois de plus les méandres de l'affaire. Il pensa à la voix tremblante de Lady Cavendish, à l'orgueil brisé de son mari, au courage effrayé d'Helena Vale. Il pensa à Edward Holt, l'homme qui avait déclenché toute cette tragédie, et se demanda si de tels hommes comprenaient jamais la destruction qu'ils semaient. « Ah !» murmura-t-il, « c'est toujours pareil. L'orgueil, la jalousie, la peur, ce sont les trois grands artisans de la misère humaine. » Le chauffeur jeta un coup d'œil curieux en arrière, mais Poirot se contenta de sourire et d'agiter la main. « Ne faites pas attention à moi, mon ami. Je parle à mon petite cellule grise, il ne se contente jamais de se reposer. » Lorsqu'il arriva à son appartement de Whitehaven Mansions, il fut accueilli par Miss Lemon, d'une précision exemplaire. « Bonsoir, monsieur Poirot. J'espère que l'affaire a été résolue de façon satisfaisante. »
Poirot posa son chapeau et ses gants avec une attention délibérée. Résolue, certes, mais pas conclue. Elle fronça les sourcils. « Pardon ?» Il sourit. « Il y a des résolutions, mademoiselle Lemont, qui relèvent de la cour, et d'autres qui relèvent de la conscience. Cette affaire, je crois, relève de la seconde. » Mademoiselle Lemont, qui désapprouvait toute ambiguïté morale, se contenta d'acquiescer. « Vous avez du courrier, monsieur, 3 lettres, et le tailleur est venu confirmer votre rendez-vous jeudi. »« Ah, le tailleur ?» dit Poirot avec satisfaction. « Voilà, voyez-vous, un homme qui reste hors commande dans sa forme la plus pure. Un tailleur bien coupé, mademoiselle Lemont, est le signe visible de l'harmonie intérieure. » Elle haussa un sourcil, mais ne répondit pas. Plus tard, tandis que le crépuscule s'installait sur la ville, Poirot était assis à sa fenêtre, contemplant la rue tranquille en contrebas. Les becs de gaz s'étaient allumés, les voitures du soir avançaient à un rythme mesuré, et tout semblait redevenu calme. Il prit sa plume et commença une note dans sa petite écriture soignée. À mademoiselle Hélène Aval. « Mademoiselle, j'espère que vous allez bien. Sache que tu as fait preuve de courage là où d'autres ont faibli, et que ton silence a épargné plus d'une âme de la ruine. Garde ton cœur, car il est à la fois ta force et ta faiblesse. Hercule Poirot. » Il scella la lettre, puis se pencha en arrière, avec un léger soupir. L'affaire était close. La mascarade avait pris fin. Pourtant, quelque part en lui persistait une légère mélancolie, celle qui accompagne toujours la révélation de la fragilité humaine. Il avait, comme toujours, rétabli l'ordre, mais il ne pouvait restaurer l'innocence. Pourtant, tandis que l'horloge sonnait doucement en arrière-plan, Poirot sourit intérieurement. « Ah, mais c'est la vie, » murmura-t-il. « Ce n'est pas la perfection que nous recherchons, mais l'équilibre. » Il se leva, éteignit la lampe et regarda à nouveau la nuit. Les lumières de la ville scintillaient comme 1000 petites vérités, chacune incomplète, chacune belle dans son imperfection. Et avec cette pensée, Hercule Poirot, le gardien de l'ordre, au milieu du chaos, se détourna de la fenêtre, fredonnant doucement pour lui-même, tandis que le calme de Londres l'embrassait, une fois de plus. Chapitre final. La vérité sous le masque. L'affaire était peut-être close pour Scotland Yard, mais pas pour Hercule Poirot. Ses petites cellules grises, bien que satisfaites, exigeaient un dernier geste d'ordre, une symétrie avec l'histoire qui avait marqué tous les cœurs à Cavendish Hall. Il était presque minuit, lorsque Poirot se retrouva de nouveau dans son fauteuil à Whitehaven Mansions, sirotant une tisane et observant la lueur du gaz. L'enveloppe devant lui ne portait aucun nom, seulement une légère trace de lavande et une infime trace d'encre noire sur son cachet. À l'intérieur se trouvait une seule page. « Monsieur Poirot, je ne peux pas dormir en sachant ce que tu sais. Tu as dit que la vérité est fragile, mais elle brûle aussi. Je comprends maintenant que la dissimulation est synonyme de miséricorde. Je quitterai l'Angleterre, comme tu l'as suggéré, et je prendrai un nouveau départ, loin de l'ombre de Cavendish Hall. Tu nous as tous sauvés, même si aucun d'entre nous ne le méritait. Et je vais. » Poirot plia soigneusement la lettre et la rangea dans un tiroir à côté d'autres du même genre. Les reliques silencieuses de la faiblesse et de la rédemption humaine, il murmura. « Ah, mademoiselle, vous comprenez maintenant. Connaître la vérité est une chose, la porter en est une autre. » Il se pencha en arrière, les yeux mi-clos, et laissa les derniers offices de l'affaire se tisser et prendre une certaine cohérence. La mort à Cavendish Hall avait d'abord semblé être une simple affaire de jalousie. Un bal masqué, une dispute dans l'obscurité,
un corps retrouvé au bord du lac. Mais Poirot avait vu les fractures trop subtiles pour l'œil. Le chantage d'Edward Holt n'était qu'une étincelle. Le véritable feu brûlait depuis longtemps dans le cœur de ceux qu'il cherchait à contrôler. Lady Cavendish, liée par le devoir, son mari, noyé dans l'orgueil. Helena Vale, déchirée entre loyauté et peur. Lorsque Sir Reginald frappa Holt lors de cette confrontation finale, c'était Helena qui l'avait protégé, Helena qui avait déplacé le corps vers le lac, Helena qui avait murmuré une confession d'amour, non pas pour l'homme qui était mort, mais pour celui dont elle souhaitait sauver l'âme. La découverte par Poirot du masque de mascarade déchiré, taché par l'eau du lac, lui avait tout révélé. Un homme tue par impulsion, une femme cache son corps par conscience. Pourtant, Poirot, toujours moraliste de l'ordre, s'était demandé « Qu'est-ce que la justice quand la vérité détruirait les vivants aussi sûrement que les morts ?» Un coup interrompit ses pensées. Mademoiselle Lemont entra avec sa précision habituelle, un télégramme à la main. « Une autre affaire, monsieur Poirot », annonça-t-elle, de la part de l'inspecteur principal, plutôt urgent, semble-t-il. Poirot l'accepta, parcourut le bref message, puis avec un léger sourire, il le plia et le glissa dans sa poche. « Mademoiselle Lemont, dit-il en se levant, il y a toujours un autre cas, mais il n'y a qu'une seule conscience, c'est là, je le crains, la plus grande énigme. » Elle pinça les lèvres, incertaine qu'il attende une réponse. « Aurez-vous besoin de moi demain, monsieur ?»« Non, non, » dit Poirot. « Prenez la journée, je vais m'occuper de, comment dites-vous, de ménage philosophique. » Mademoiselle Lemont, sachant qu'il ne fallait pas remettre en question de telles remarques, hocha la tête et se retira. Lorsqu'elle fut partie, Poirot alla à la fenêtre. Le brouillard londonien, c'était épais et pâle, enveloppant les rues de silence. Quelque part en contrebas, le bruit d'une voiture s'abattit faiblement sur les pavés, puis disparut dans la brume. Il repensa à Cavendish Hall, à ses hôtes masqués, aux rires étouffés par la tromperie, au lac où un homme était mort et aux deux âmes vivant désormais sous le lourd voile de la connaissance. Il n'y a pas de crime parfait, réfléchit-il, seulement des cœurs imparfaits. L'ordre, murmura-t-il doucement, n'est pas l'absence de péché, mais son équilibre. Il se retourna vers son bureau et prit sa plume. Avec une précision méticuleuse, il commença à écrire dans son cahier. Affaire à Cavendish Hall, motif principal, la jalousie, cachée sous l'orgueil. Instrument, trahison, sous couvert d'amour. Conclusion, la justice est rendue, non par la punition, mais par le silence. Il a souligné la dernière phrase 2 fois, puis a fermé le livre. À l'aube, les premières lueurs percèrent le brouillard, caressant le bord de sa vitre d'un or pâle. Poirot se tenait devant, impeccable comme toujours, chapeau à la main, moustache parfaitement arquée. La ville s'éveilla en contrebas, une symphonie de vie, de folie et d'ambition. Il contempla le tout avec une affection teintée de mélancolie. « Ah, dit-il doucement, comme le cœur humain est étrange, il palpite de secrets, et pourtant il aspire à être connu. Vraiment, il n'y a pas de plus grand mystère. » Et tandis que le soleil se levait au-dessus des toits, Hercule Poirot sourit, un petit sourire satisfait, car il savait que l'ordre, aussi fragile soit-il, avait été rétabli une fois de plus.